Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 20h. Au sommaire de cette autre édition, restituer les trottoirs aux piétons. C'est le nom de l'opération lancée ce mercredi dans la ville de Douala. L'opération rentre dans le cadre de la lutte contre le désordre urbain et l'incivisme urbain auquel s'est engagé l'exécutif communal. Et puis l'exécutif communal de Douala premier s'est engagé à désinfecter les écoles municipales. La fermeture provisoire des lieux a suscité la réaction de l'autorité préfectorale. Le maire a tout de même manifesté sa volonté, animée par une détermination. Et la détermination à ramener la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, c'est l'engagement de nos forces de défense, de sécurité. Une opération baptisée Mbui 1 a permis de neutraliser 12 séparatistes dans le département de Mbui, région du sud-ouest. C'est l'essentiel à retenir dans ce sommaire. On se retrouve dans un instant. Madame, Monsieur, une fois de plus, bonsoir et bienvenue à la troisième livraison du grand format de l'information sur DBS Télévision. À la suite de l'opération Mbui 1 dans le département du Mbui, région du Nord-Ouest, l'armée camerounaise annonce avoir neutralisé 12 combattants séparatistes. Mais cette opération salutaire a coûté la vie à un élément des forces de défense. Hervé Moukouri. En menant l'opération Mbui 1 dans le département du Mbui, région du Nord-Ouest, les forces de défense et de sécurité ont opté à attaquer les séparatistes sur un terrain presque conquis. L'opération qui a mobilisé plus de 400 soldats, sous la conduite du colonel Charles-Alain Mantian, commandant de la 5e brigade d'infanterie motorisée, a permis que 12 combattants séparatistes soient neutralisés. Un camp d'entraînement et de fabrication d'armes artisanales réduite en centre. Une victoire en somme. Une victoire qui va permettre aux paisibles populations de Mbui en particulier et de la région du Nord-Ouest en général de retrouver la paix et surtout la sérénité. Ces populations qui subissent au quotidien des enlèvements, menaces de mort, paiement de taxes imaginaires et autres rançons. L'opération Mbui 1, qui a nécessité de gros moyens logistiques et financiers, est aussi relative aux multiples attaques des séparatistes dans le département devenu leur terrain de prédilection, leur centre d'opération. En témoignent les revers parfois essuyés par nos forces de défense et de sécurité. En septembre 2020, 2 militaires ont été tués dans une attaque à la bombe en Mbui. 2 autres soldats y ont trouvé la mort le 19 novembre 2020. Mais avant, le 30 mars 2020, une incursion des séparatistes avait coûté la vie à 12 personnes parmi lesquelles des soldats et un employé de l'ECAM. L'opération Mbui 1, qui a donc passé au scanner tout le département du Mbui pendant une semaine, démontre la volonté manifeste et la détermination de nos forces de défense à restaurer la stabilité dans toute la région du Nord-Ouest. Des informations font d'ailleurs état des opérations de ratissage dans les 2 régions en guerre que sont le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Mais le succès de toutes ces opérations repose aussi en partie sur la participation et la collaboration des populations locales. Libérer, entretenir et protéger les trottoirs, c'est l'objectif que s'est lancé la magistrature communale de la ville de Douala. Son maire a procédé ce mercredi au lancement de l'opération Restituer le trottoir aux piétons. Dans l'avenue du 27 août, il a sensibilisé les commerçants sur le bien fondé de cette initiative. Colombe Katal, Constantin Nonomki. Restituer le trottoir aux piétons, le programme a été lancé ce 3 mars à Douala par le maire de la ville. Le docteur Roger Mbassadine s'est joint aux équipes d'enquêteurs mobilisées à cet effet pour la phase de sensibilisation ainsi initiée. Le magistrat municipal a, en l'occurrence, été l'hôte de l'avenue du 27 août. Les commerçants qui avaient en effet pris d'assaut les trottoirs le long du lieu dit douche municipale étaient sensibilisés sur le bien fondé de cette opération. L'accueil de cette injonction à libérer les trottoirs et les galeries était mitigé. Certains semblaient réceptifs aux enquêteurs. D'autres sont d'accord de quitter cet espace-là, mais en condition qu'ils aient un autre espace plus aménagé par rapport à ça. Mais d'autres peuvent disposer ou même plutôt opposer. Non, c'est pas mourir. Avant de venir ici, vous étiez mort? Non, nous n'étions pas morts. Bon,
Pourquoi vous allez... C'est un fait qui nous amène ici. Est-ce que vous étiez mort avant de venir ici? Non, nous partons d'un fait. Donc vous allez retourner donc là où vous étiez parti parce que vous n'allez pas mourir. Il y a des gens qui sont partis, qui ont grandi totalement. Non. Il y a ceux qui ont été déflatés dans les sociétés. Il n'y a pas de condition. Ce n'est pas une condition, mais il n'y a pas de condition. Si après ça, selon ce que vous dites, c'est que nous partons d'ici, on va mourir. Les plus tempérés ne manquaient pas quant à eux de faire des suggestions. Nous-mêmes, on est disposés à quitter, mais c'est quand même très problématique. Tout ce que nous pouvons demander au maire, c'est de nous faire partie d'un endroit pour un autre endroit. J'ai fait comme ça appel, il faut créer un nouveau site où on peut aller nous installer. On ne refuse pas de partir. Nous, on connaît qu'on occupe illégalement la voie publique. Mais on doit quitter pour où? Pour faire quoi? Rentrer à la maison? Après l'imprégnation de l'état des lieux, le maire a procédé à un briefing de cette sortie. Il y était révélé à la presse que la communauté urbaine était disposée à l'échange avec les commerçants, mais seulement après la décongestion des flancs des rues. Un échange qui ne laisse entrevoir, selon le maire, l'imposition d'aucune charge à la CUD. Et pour l'âme sensible qu'il semble être, il n'est pas fortuit que cette opération consiste pas seulement à sensibiliser, mais aussi à identifier la nature des articles vendus sur ces trottoirs. À la suite des communiqués contradictoires du maire de la commune d'arrondissement de Douala 1er et du préfet du département du Vouri, il est constaté que les écoles maternelles communales sont toujours fermées. Celles-ci reçoivent des doses de pulvérisation pour la désinfection des salles de classe, ceci afin d'être prêtes à accueillir les élèves demain, 4 mars 2021. Alit Mamatiar et Selani. La lutte contre la propagation de la pandémie à coronavirus est au centre de toutes les préoccupations. À ce titre, le maire de la commune d'arrondissement de Douala 1er, Lenguema Lapa, a récemment rendu public un communiqué demandant la fermeture des écoles maternelles communales pour une période déterminée, ceci afin de procéder à une désinfection des salles de classe. Une note qu'a eu du mal à apprécier le préfet Benjamin Mboutou, qui qualifie le premier d'incompétent dans son acte et dit devoir préserver l'ordre public. Sur le terrain, le reporter constate que les écoles communales, à l'instar de la maternelle bilingue de Vallée-Bessenguet, ne comptent en son sein aucun élève, bien qu'ayant les portes ouvertes. Pour cause, présentement, aujourd'hui, nous sommes en train de faire désinfecter les écoles que le maire a demandé, nous a tenus informés et que nous allons reprendre l'école demain. Tout en notant que cette action de désinfection se fait par les agents de la commune du 1er arrondissement, martelons que selon la directrice et selon ce babillard, l'école sera prête à accueillir ses élèves dès le jeudi 4 mars 2021. Quant aux préoccupations de certains parents liées au retard qu'accuseront les enfants dans leur programme éducatif, la directrice Ndam Salamatou rassure. Dès que les enfants reprendront demain, je crois que ça va aller. Si le retard n'est que pour lundi et mardi, mercredi, aujourd'hui, nous pouvons nous rattraper. Parce qu'on a essayé d'expliquer aux parents qu'il fallait juste désinfecter les écoles. En s'appuyant à l'article 161 du Code général des collectivités décentralisées, le docteur Luison Nessomba, enseignant des sciences juridiques à l'université de Douala, soutient que le maire a les compétences de police administrative qui lui permettent de prendre de telles décisions, mais il aurait dû au préalable se référer aux autorités compétentes en matière d'éducation de base et pour le cas d'espèce, au délégué régional et départemental de l'éducation de base. Toutes ces interventions viennent donc remettre en cause la collaboration entre les autorités administratives et la compréhension du processus de décentralisation. Ces images ont été plutôt prises par Constantin Nundomki. Besoin d'eau, de routes, d'hôpitaux, tels sont entre autres les besoins des populations de l'arrondissement de Njimom, alors qu'elle recevait la visite de prise de contact du préfet du département du Noun, Bonassien. Les détails avec vous, Alexis Yongwa. L'arrondissement de Njimom, Benjamin des unités administratives du département du Noun, est créé par décret du 24 avril 2007 d'une population d'environ de 24 000 habitants sur une superficie de 701 km². Cette commune est composée de 13 villages. Le 2 mars 2021, Njimom a reçu le nouveau préfet qui a aussitôt installé le maire et ses adjoints. Les doléances des populations sont diversement exprimées
Nous, on n'a pas d'eau, on n'a pas les écoles, les hôpitaux, même les routes pour aller même dans le quartier, le champ. Beaucoup de quartiers ont l'eau. S'il y a quelques quartiers qui manquent, c'est que ça va venir après, parce qu'on ne peut pas faire tout du coup. Oui, pour nous, et que nous faire les permis de conduire en Djemom. Quand on a déjà la lumière, on ne peut plus parler de cela. Djemom est la troisième étape de la tournée de prise de contact du nouveau préfet Donatien Oum. C'est aussi l'occasion d'installer les nouvelles exécutifs communaux élus le 9 février 2020. Ainsi, le maire Ndjifin Adamou, à son deuxième mandat, et ses adjoints ont reçu l'onction de la tutelle. Sa réaction aux doléances des populations. Nous traversons des périodes difficiles, raison pour laquelle il y a certains manquements. Et je crois que j'ai confiance que ce problème sera résolu d'un moment à l'autre. Fidèle à son approche, pas de discours de politique générale, plutôt la parole aux populations afin qu'elles puissent exprimer ses difficultés. À cet effet, le préfet Oum a fait le déplacement avec tous ses collaborateurs sectoriels pour s'assurer que toutes les préoccupations trouveront des réponses. Tout y est passé, entre autres la rétrocession du site de Ezer et la pression démographique de Fumban. Dieu leur a donné des terres propices à ce genre de pratiques, donc des pratiques agro-pastorales. À ce propos, nous avons donné aussi des conseils techniques dans le sens de juguler de nombreux problèmes relatifs aux conflits agro-pastoraux, notamment demandant aux chefs traditionnels d'expérimenter aussi cette activité qui est génératrice de revenus. Tout comme aux deux précédentes étapes, le préfet Donatien Oum s'est dit prêt à œuvrer pour le département du Noun sans considération aucune. La commune de Ngouaïla, dans le département du Oignon, région de l'Est Cameroun, s'engage à résoudre les problèmes d'actes de naissance au sein de sa population. La mairie, en partenariat avec le BUNEC, ont procédé récemment à la remise de plusieurs fichiers d'état civil. Pour Abdelkadir et Pascal Tchefo. Les enfants fantômes et femmes inconnues des registres d'état civil, la commune de Ngouaïla n'en veut plus. Près de 400 actes de naissance reconstitués, sinon régularisés, ont été remis à la population par l'exécutif municipal. L'allié de la mairie dans cette bataille, le Bureau national d'état civil recommande une bonne conservation de la pièce précieuse. Nous avons fait le constat selon lequel une grande partie de ces actes se détérioraient à la première année de leur retrait au centre d'état civil. Alors nous leur avons demandé de les conserver dans un état, dans un environnement. Par cette action, la mairie répond ainsi à un besoin crucial de sa population, celui d'être compté parmi les personnes connues des registres d'état civil. En optant pour une régularisation échelonnée, comme il vient de le faire cette année, presque 500 actes, et l'an prochain 500 actes ainsi pour tout son mandat, je pense que ça va résoudre le problème de non-possession de documents d'état civil de la majorité de sa population. Et parmi les bénéficiaires qui s'estiment là, des repêchés en passe de rester toute la vie en marge de la société, c'est l'expression de la gratitude à l'endroit de la mairie. J'ai déjà mon acte de naissance, bon, ça, j'ai la joie que... Bon, je remercie beaucoup, monsieur le maire. Ces actes de naissance vont me permettre de progresser dans l'avenir. Une initiative que l'exécutif municipal n'entend pas arrêter en si bon chemin dans la cour, joie légitime. Exploitation des énergies renouvelables, surtout de la photovoltaïque à l'ouest. La diaspora s'y implique et forme la jeunesse. Bien qu'engagée, elle se dit entravée dans leur démarche par le poids des paperasses administratives et négociations. Alexis Yangwa pour plus de détails. Des délestages à n'en point finir, des baisses de tension à répétition, presque tous les foyers camerounais en souffrent. Pourtant, la Providence a offert au Cameroun des solutions naturelles à ces problèmes. Une journée, nous qui sommes placés sur
au niveau de l'équateur, qui sont vraiment ensoleillés de 6h à 18h, on a cette énergie. C'est pas compréhensible qu'on puisse manquer de lumière. La formation des jeunes dans les énergies renouvelables, dont la photovoltaïque, est une solution qu'apporte la diaspora camerounaise à cet épineux déficit en énergie électrique. La création de ce centre sont multiples. La première raison, c'est le délestage et le manque, l'insuffisance en énergie solaire, en lumière au Cameroun et à l'ouest. Il faudrait qu'à la sortie, ces jeunes soient capables d'installer et de faire la maintenance de la photovoltaïque. Leur permettre aussi de pouvoir entreprendre facilement. Une initiative saluée par la délégation régionale de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire pour l'Ouest, au moment où l'investissement de la diaspora est de plus en plus sollicité. Comment nous rendons-nous utiles pour notre pays? J'ai un autre compatriote de la diaspora qui, après des explications vives, un jour m'a dit, mais j'ai comme l'impression que nous là, tant que nous ne prenons pas connaissance de ce qui se passe au pays, nous devenons même dangereux pour notre pays. Initiatrice du projet, Madame Carole Mortotam-Noumeyer et ses partenaires sollicitent tout de même l'assouplissement ou la levée des écueils qui émoussent l'ardeur de la diaspora. Que la diaspora connaisse les réalités au Cameroun, se mettent au fait de ces réalités, c'est la raison pour laquelle je voyage. Il y a aussi le poids de la paperasse et le poids des négociations qui découragent beaucoup de gens de la diaspora. Les enfants admis ici ont le niveau bac F3 pour la plupart. Leur ambition, c'est de passer à l'étape de l'assemblage, à la fabrication des cellules, toutes choses qui manquent en ce moment au Cameroun. Je souhaiterais également ici qu'ils puissent apprendre à fabriquer des cellules photovoltaïques. Alors c'est quelque chose qui fait partie du transfert de technologie. Une étude indique que la contribution actuelle des énergies renouvelables au Cameroun est à moins de 5%. Le gouvernement entend la porter à 25% à l'horizon 2030. Énergie Future et ses partenaires sont prêts à apporter leur soutien à la politique gouvernementale. Il s'agit de la coopération internationale Monaco, l'électricité sans frontières et l'aide Safari de la Suisse. Un conseil de discipline aux grands enjeux s'est poursuivi ce mercredi jusqu'à la tombée de la nuit. Au lycée bilingue de Kribi, une vingtaine présumés auteurs d'une vidéo obscène devenue virale sur les réseaux sociaux il y a quelque temps y passaient en présence de leurs parents. Dans ce reportage signé Samplis Boning, vous verrez que la tension était perceptible. Atmosphère très tendue au lycée bilingue de Kribi. Ce mercredi après-midi, 20 élèves de la classe de terminale bilingue, auteurs d'une vidéo obscène devenue virale dans les réseaux sociaux, sont traduits au conseil de discipline. Contrairement aux périodes de grand succès, le reporter pourtant identifiable, souhaitant avoir la bonne information, est violemment expulsé des lieux, sans toute autre forme de procédure, au point de susciter des interrogations sur la moralité de certains encadreurs. À quelques encablures de là, au débarcadère de Ngoye, le sujet est au cœur des conversations, chacun tentant d'établir les responsabilités. La compagnie, j'accuse la compagnie. Ce n'est que la compagnie que je peux accuser. Si nos enfants sont en compagnie de mauvaises personnes, ils vont faire les actes qui sont mauvais. C'est comme ça. J'espère qu'on envoie nos enfants à l'école. Après la maison, c'est l'enseignant qui prend la place du parent. Tout ça s'est passé en quel moment? C'était pas le moment de cours, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que les conseillers peuvent nous dire, pédagogiques peuvent nous dire. Nous sommes amoindris financièrement. Vous savez, le parent, son rôle, c'est de peut-être faire un effort à la maison pour actualiser l'enfant à ce qu'il apprend à l'école. Mais au niveau de l'école, les enseignants, on a par exemple les enseignants, quand on dit par exemple, il y a des parents d'élèves qui n'ont pas d'argent. Qu'est-ce qu'il peut faire comme un bon travail? Entre autres, on est en train aussi de réprimenter notre gouvernement à cause de la lenteur ou alors peut-être de l'inertie qui sévit dans notre pays.
Parce que les enfants vont à l'école avec les téléphones, aux heures de cours. N'est-ce pas? C'est un élève qui a filmé. Ah, oui. Donc les téléphones, là, vraiment, les parents doivent vraiment supprimer tout ça là, à la maison. Moi, par exemple, je ne le fais pas. Il est à noter que depuis l'avènement de ces scandales, des conflits d'intérêts l'ont transformé en tout, sauf un dérapage d'adolescents, face auquel la société doit prendre ses responsabilités. L'association Ici et Là-bas, qui milite pour la promotion des droits des personnes aveugles et malvoyantes, a tenu ce 3 mars à l'hôtel Lewat à Douala une cérémonie de renforcement de capacité des femmes handicapées. Cet atelier de formation avait pour but de faire comprendre que le handicap n'est pas une fatalité, mais aussi de présenter les opportunités que leur offre le numérique. Serge Elielombo, Thierry Célani. Une salle pleine. Un auditoire peut être malvoyant, mais très assidu. En prélude à la 36e édition de la Journée internationale de la femme, l'association Ici et Là-bas a réuni les hommes et femmes handicapés de la vue ce 3 mars 2021 dans les murs de l'hôtel Lewat à Akwa Douala autour d'un atelier de formation et de renforcement de capacités en informatique. L'objectif étant de montrer aux yeux du monde que le handicap n'est pas une fatalité et que ces personnes sont aussi capables de bien maîtriser les outils de la nouvelle technologie. Il y a un monsieur qui a fait son témoignage là tout à l'heure, il est chef d'entreprise, désormais lui-même il gère ses courriers, ses mails, il n'est plus, je vais dire quoi, il n'est plus désormais dépendant de sa secrétaire. On a un journaliste déficient visuel qui travaille dans un média de la place et qui se forme justement en informatique parce qu'il aimerait désormais monter ses papiers proprement parlant. On a un agriculteur dont sa formation va déboucher sur la navigation sur Internet parce qu'il aimerait lui à son tour vendre ses produits en ligne. Réunis sous le thème « Le handicap moteur de l'inclusion socio-professionnelle chez les femmes aveugles et malvoyantes », pendant les travaux, les participants ont eu droit à des articulations telles que la présentation de l'association proprement dite, la présentation de la Blind Key, le numérique et le handicap, et les témoignages, entre autres. En fait, elle nous offre plusieurs opportunités, franchement, ne serait-ce que dans le marché de l'emploi et même dans la vie quotidienne. Une comme moi, déjà, en 2019, je ne m'attendais même pas à m'entretenir avec le confinement sur Zoom. Une téléconférence dont m'entretenir peut-être avec 5 personnes à la fois, là sur place, et même à participer à d'autres conférences, demain on ne pouvait pas se déplacer. Aussi, les partenaires qui ont toujours accompagné Ici et Là-bas dans ces actions de philanthropie ont également reçu des prix, histoire de leur dire merci. C'est un grand honneur pour nous, Soticam, la société de transformation industrielle du Cameroun, de l'avoir reçu de la part de l'association Ici et Là-bas. Donc ça nous va droit au cœur. Déjà nous savons que nous faisons du bon travail auprès d'eux, tout simplement. Ici et Là-bas est une association à but non lucratif qui œuvre pour la promotion et la défense des droits des personnes aveugles et malvoyantes. Elle a déjà pourvu à l'indépendance de plusieurs jeunes Camerounais qui sont devenus aujourd'hui des exemples professionnels dans la société. En prélude à la Journée internationale de la femme, les femmes de la délégation régionale du ministère de l'Habitat et du Développement urbain ont organisé ce jour un atelier dont le but était le rôle de la femme dans la lutte contre le Covid-19. Cet atelier est initié par le délégué du MINDU pour le littoral, Jackson Jock Thierry Célani. La femme, mère de l'humanité, a son apport à jouer pour la lutte contre le coronavirus. La délégation régionale de l'habitat et du développement urbain emboîte une réflexion pour qu'ensemble, qu'elles puissent mettre à contribution toute leur expérience pour enfin tordre le cou au Covid-19. Patrice Mbiake, délégué régional du MINDU, décline quelques activités qui vont meubler la semaine de la femme. Le mercredi sera consacré à l'investissement humain. Donc le vendredi sera l'occasion pour nos dames de montrer de quoi elles sont capables par un journal gastronomique, et ça sera consacré essentiellement à la confection des mets spéciaux dits africains. Le samedi sera pour ces dames un jour sacré, parce qu'elles envisagent montrer qu'au-delà de femmes, elles savent également faire du sport. Donc elles
un match amical football féminin qui est prévu. La deuxième vague du coronavirus est annoncée suite au relâchement des mesures barrières par les populations, ce qui devient préoccupant. Il était donc important de sensibiliser les femmes qui sont donc les acteurs de premier plan à se mettre résolument en ordre de bataille pour barrer la route à cette seconde vague du coronavirus. À l'étranger, la République démocratique du Congo a un nouveau président à la tête de la Chambre haute du Parlement. Et en Côte d'Ivoire, la campagne électorale pour les législatives de samedi 6 mars prend fin demain soir. La synthèse avec vous, Adi Poutou. Modeste Bahati Lukwebo, l'informateur qui a identifié la nouvelle majorité du président Tshisekedi, vient d'être élu à la présidence du Sénat. En l'absence de candidature concurrente, il a obtenu 89 voix des 109 sénateurs et succède à Alexis Tambwe Mwamba, proche de Joseph Kabila, forcé à la démission le 5 février après le dépôt de plusieurs pétitions visant les membres de son bureau. Cette élection marque la dernière étape de la reprise en main effective des institutions par le chef de l'État congolais après sa rupture avec son prédécesseur. 7,5 millions d'électeurs ivoiriens sont appelés aux urnes pour élire 255 députés dans plus de 200 circonscriptions samedi prochain. Cette fois, les opposants qui avaient décidé de boycotter la présidentielle ont choisi de redescendre dans l'arène électorale pour ces législatives et même de participer massivement. Les électeurs auront donc le choix entre près de 1500 candidatures validées par la commission électorale. Le PDCI et EDS font même alliance pour ce scrutin contre le RHDP d'Alassane Ouattara. Dans la plupart des circonscriptions où l'on vote au scrutin uninominal, un accord de désistement a été trouvé entre les deux poids lourds de l'opposition. Chacun laisse l'autre présenter ses candidats dans ses fiefs pour schématiser le centre pour le PDCI, l'ouest pour les pro-Gbagbo. Ce soir, nous vous amenons au village artisanal de Douala à la découverte des œuvres créatives des artisans du littoral dont le génie n'est plus à démontrer. Dans les images qui suivent, appréciez le génie créateur de ces hommes et femmes qui méritent nos encouragements. Place à la beauté des images.
Quelle température il fera demain dans la région du centre, précisément dans la ville de Yaoundé? Alors demain, jeudi 4 mars 2021, nous aurons du soleil en journée, 34 degrés au soir, 22 degrés. Et dans la ville de Douala, presque le même climat qu'à Yaoundé, 34 degrés au soir, 25 à l'ouest du pays. Une journée complètement ensoleillée, 33 degrés au soir, 14 dans le sud-ouest. C'est à Boya des orages qui se présentent, 25 degrés en journée au soir, 18. Et de l'autre côté de Marois, là c'est dans l'extrême nord, 34 degrés en journée au soir, 20 degrés. On va à Bertois, à l'est du pays, du soleil. Il y en aura également 37 degrés en journée au soir, 18 degrés. Madame, monsieur, dans le nord-ouest, Bamenda précisément, 34 degrés au soir, 13 degrés. Et à Ebolowo, dans le sud, 32 degrés au soir, 20 degrés. Et en Gaoundéré, nous aurons 35 degrés, 15 au soir, Garoua, 42 degrés au soir, 20 degrés. Madame, monsieur, voilà qui met en thème à cette autre édition du grand format de l'information sur DBS Télévision. Merci de nous avoir suivis. Au plaisir de vous retrouver demain lorsqu'il sera 20h. Au revoir.